Bonjour les Européens et salut à tous les amis de l'Occident. Voilà des années maintenant que je suis dans le milieu de droite, d'abord comme spectateur, ensuite comme créateur. Et évidemment, avant moi-même de produire des vidéos, eh bien, je me suis renseigné sur ce qui existait déjà. J'ai adhéré à certains groupes, d'autres je les ai vus un peu évoluer de loin. En conférence, j'ai rencontré certaines personnes, certains leaders, etc. etc. Et il y a quelque chose que je me suis toujours demandé, c'est chaque fois que j'entendais parler de l'Action française ou que je voyais certaines de leurs démarches, eh bien, j'avais l'impression que le royalisme, une impression qui n'était pas corroborée par des faits, parce que je ne connaissais pas très bien la question, et j'avais l'impression que le royalisme n'est pas ce qu'il devrait être. Alors que fondamentalement, c'est une idée qui pourrait me plaire, l'idée d'un chef autoritaire qui naît chef, voilà, dont le caractère de chef est transmis par le père. Ce sont des idées qui me séduisent, et pourtant le royalisme contemporain ne me séduit pas du tout, et je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Ensuite, lorsque j'ai travaillé à la main d'or et puis que j'ai moi-même fait des vidéos, eh bien j'ai été invité, j'ai commencé à être invité comme idéologue. Voilà, donc j'ai pris, je sais pas, dans une dizaine d'événements dits nationalistes, j'ai pris la parole et j'ai pu rencontrer des membres, notamment de l'Action française, et je dirais, de cellules apparentées. Et ce qui m'a toujours marqué, c'est le profond marxisme dont ils étaient imprégnés. C'est-à-dire que à chaque fois, j'ai l'espoir que je vais tomber sur un vrai traditionnaliste avec un grand T qui a vraiment toutes les valeurs d'autrefois en tête, et je tombe sur quelqu'un qui a une analyse de la société qui est tout à fait dans les clous de ce que Alain Soral a pu produire et produit encore aujourd'hui. Donc ça m'a toujours un peu étonné, le fait que le royalisme contemporain, en tout cas à Paris, je ne sais pas si c'est différent dans le reste de la France, mais le royalisme auquel j'ai eu affaire moi, eh bien, était toujours teinté, et même plus que ça, de marxisme. D'ailleurs, ça m'a fait sourire parce que j'ai vu que Thibaut, vous savez, qui s'est fait connaître grâce à Vincent Lapierre, je vais vous montrer une photo ici, je me souviens plus de son nom de famille, mais bon, c'est quelqu'un d'assez charmant, assez sympathique, et j'ai regardé pas mal de ses vidéos, et dans l'une d'elles, il explique comment il est passé du marxisme au royalisme. Alors j'ai une info à vous donner, en fait Thibaut est toujours marxiste, dans absolument sa vision du monde, dans sa représentation, dans ses propos, en fait dans son fond, il est toujours marxiste, mais il ne le sait peut-être pas lui-même. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais finalement Daniel, est-ce que c'est toi qui déconnes ou est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est le camp des royalistes d'aujourd'hui? Je me suis vraiment posé cette question sincèrement, je vous le dis, je ne suis pas du tout dans l'ironie. Et je me suis dit, mais finalement peut-être que cette ligne monarchiste a toujours été la même et tout simplement tu ne la comprends pas, tu ne comprends pas la France. Alors je me suis renseigné avec l'aide de certains camarades, certains volontaires, et nous avons cherché finalement à répondre à cette question. La monarchie était-elle racialiste, raciste, identitaire, blanche ou non? Et je pense que nous avons trouvé la réponse. Alors, je vais commencer par lire un petit extrait. Le premier n'est pas le plus convaincant, mais on va dire on fait un crescendo. Alors, sous l'Ancien Régime, l'expression nationalité française n'existait pas et on désignait par l'épithète régricole, rénicole, excusez-moi, tous ceux qui étaient sujets politiques du roi de France, par opposition à deux appellations, celle du droit d'aubaine, c'est-à-dire d'un autre droit et d'une autre justice que celle de la couronne de France, et celle d'étrangers, on appelait ça alter-gens, les autres gens, appartenant à un autre peuple. Ainsi, avant la Révolution française, le mot nation ne désignait pas encore l'État français, mais tous ceux qui, dans des institutions internationales, parlaient la même langue. Bon, là il n'y a même pas forcément à le commenter, c'est une définition, mais qui montre bien que la distinction entre étrangers et sujets du roi était très claire. Et vous imaginez bien que les sujets du roi, à l'époque, n'étaient autres que les Français eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'étaient les Français à l'époque? Ils étaient des Blancs, je veux dire à 100%, hein, totalement. Alors, on a maintenant un autre extrait qui est sur lequel je vais m'appuyer pour produire ma thèse. Ce qui est intéressant, c'est de connaître la date. 1776. On est toujours dans la monarchie. On est à la fin, bon, la monarchie reviendra un peu ensuite au 19e siècle, mais enfin on est à la fin, on va dire, de la dynastie et des monarchies. Mais on est toujours dans la monarchie. Et on est à une époque où on ne peut pas, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on ne peut pas dire que le décret dont je vais parler
est lié à une civilisation qui était arriérée et qui ensuite a été dépassée par un autre monarchisme, lequel aurait été, lui, antiraciste ou aveugle sur la question ethnique. Okay, donc, on est en 1776, hein, on est bien d'accord, hein, on est près de la Révolution française, mais ce n'est pas encore la Révolution française. C'est la monarchie, c'est le royaume qui prend ses décisions. Je lis. La différence de traitement imposée aux Noirs et gens de couleur dans la métropole et aux colonies incitait ces derniers à s'établir en métropole. En 1776, environ 5000 Noirs vivaient en France, essentiellement à Paris. Devant l'ampleur du mouvement, dans le dernier quart du XVIIIe siècle, la législation coloniale ségrégative est étendue au territoire du royaume, France métropolitaine. La déclaration royale du 9 août 1777 sur la police des Noirs, mulâtres ou autres gens de couleur en France interdit à ces derniers, qu'ils soient libres, esclaves ou non, l'entrée en France. Cette loi crée un dépôt de haine, je ne dirai pas le mot parce que nous sommes sur YouTube, noir d'une façon un peu péjorative, dans chaque port qui recevait ceux qui arrivaient en attendant qu'on puisse les renvoyer. L'arrêt du Conseil d'État du 5 avril 1778 interdit les mariages interraciaux entre blancs et noirs ou gens de couleur. Selon l'historien Pierre Pluchon, ces mesures, inspirées par une perception négative des Noirs et des Métis, ça c'est très drôle parce qu'évidemment l'historien il date pas de cette époque, il est plutôt de notre époque. Donc lui il dit perception négative, en fait c'est simplement ce que lui appelle perception négative, stéréotype, on pourrait même dire cliché raciste. Donc en fait les Français savaient que les Noirs n'étaient pas français, c'est tout. Ils établissaient une distinction. Bonjour monsieur, vous êtes noir, vous n'êtes pas français. Voilà. Bon, lui appelle ça perception négative des Noirs et des Métis, répondre au souci de protéger les Français de la souillure funeste qui menace leur race. Ces mesures, qui témoignent de la peur croissante du métissage sur le sol français, sont en effet prises après le recensement décidé en 1776 par le ministre de la Marine, Antoine de Sartine, qui déclarait « Les haines, les Africains, se multiplient dans le royaume. On y favorise leur mariage avec les Européens. Les maisons publiques en sont infectées. Les couleurs se mêlent. Le sang s'altère. » Alors en disant ça, en lisant ce fait historique, on pourrait se dire finalement, Daniel, tu te tires une balle dans le pied parce que tu as toujours dit que les royalistes, le royalisme était dépassé, alors que finalement, c'est ce que tu dis toi. Mais justement, le retournement est là, le mindfuck, si vous me permettez, je sais qu'il n'est pas très bien vu dans la sphère nationaliste franco-française d'employer des mots anglais, mais enfin moi je suis le produit de mon époque et je l'assume, ça ne me dérange pas du tout. Le mindfuck est là. En fait, ce n'est pas le royalisme que je n'aime pas, en particulier, c'est le royalisme d'aujourd'hui, prôné par l'Action française d'aujourd'hui. En réalité, la monarchie était identitaire blanche. La monarchie française était sur ma ligne actuelle. C'est vous qui déconnez. C'est vous qui racontez n'importe quoi à vos jeunes recrues. Et pourquoi vous leur racontez n'importe quoi? Soit parce que vous êtes vous-même antiraciste, soit parce que vous avez compris que le vrai tabou aujourd'hui, il est là. Le vrai tabou, c'est pas le retour du roi ou la République. C'est même pas à la limite vaccin ou anti-vaccin. Tout ça, ce sont des péri-débats. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est l'identité ethnique d'une personne et en particulier d'un Européen. Et sur ce point, en fait, vous déconnez à plein tube. Voilà comment parlent les gens comme moi. Eh bien, je peux vous assurer que plus on se renseigne sur la monarchie, plus on se rend compte, et finalement, c'est logique. Qu'est-ce que c'est la monarchie? C'est la transmission par le sang. Aussi bien pour les couches populaires, c'est le père qui est le chef de famille, c'est le père qui donne le nom, c'est la lignée, c'est ça l'esprit de l'ancien régime, et c'est ça que je prône. En fait, pour moi, c'est ça la tradition. Être un homme, c'est avoir des enfants qui portent votre nom et à qui vous enseignez vos valeurs et qui ont dans leur sang votre code génétique. La royauté, alors c'était un peu une vision mystique, c'était le sang bleu, pareil, c'était une transmission par le sang. Je rappelle d'ailleurs que les rois pouvaient se mélanger et se mélanger très souvent entre Européens. C'est-à-dire qu'on fait face à une absurdité. Le milieu nationaliste actuel est plus rétrograde sur la question du pan-européanisme que ne l'étaient les souverains de l'époque qu'ils sont censés vénérer. Ce sont des erreurs d'analyse. Et ces erreurs d'analyse sont liées à un manque de travail et un manque de sincérité sur la question qui compte, qui est la question ethno-culturelle et surtout la question ethnique. Donc je le répète, les républicains mentaux, c'est vous.
les vrais monarchistes, l'essence du monarchisme, qui est le sang, la transmission par le sang, c'est ça qu'on appelle aujourd'hui de manière péjorative le racisme en fait. C'est la filiation, c'est le fait que je veux que mes enfants soient des petits moi et deviennent ensuite des grands moi, etc., 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 et que ma lignée ne s'arrête jamais. L'un de vos slogans est, je crois que c'est Maurras qui l'avait mis au goût du jour, et vous l'avez repris à votre compte, mais vous l'avez peut-être pas le compris, préserver l'héritage en attendant l'héritier. L'héritage, c'est quoi? C'est le savoir, la mentalité, les compétences cognitives qui étaient celles de nos ancêtres et qui se transmettent par le sang. Et oui, c'est comme ça que ça se passe, les amis. C'est comme ça que ça se passe. Deux personnes intelligentes qui font un enfant, en général, il peut y avoir des hasards malheureux de la génétique, mais en général, ça produit un enfant intelligent. Deux personnes stupides qui produisent un enfant, qui font un enfant, ça donne rarement un prix Nobel. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pareil dans tous les échelons de la société. Maintenant, je vais vous passer un extrait assez intéressant de Charles Gave. Charles Gave qui est en face de Papacito, qui lui pose des questions de manière assez amicale. Et je vais ensuite commenter ce passage parce que pour moi, il illustre le contresens qui est fait sur la notion même de France, sur ce que veut dire la France en tant que pays, en tant que nation, et qu'est-ce que c'est d'appartenir à la nation française. On écoute ça tout de suite. Et alors expliquez-moi pourquoi vous aimez la France. Parce que pour moi, la France, j'ai toujours dit aux gens que la France était le seul pays, dans le fond, que l'on choisissait d'aimer. C'était pas... l'Allemagne, l'Angleterre sont des pays où vous naissez anglais. Quelque part, à un moment dans la vie d'un être, il décide de se mettre à aimer la France. Et j'ai connu des gars qui n'étaient pas français, qui sont mis à aimer la France passionnément. Donc, il y a quelque chose dans ce pays qui fait que c'est plus une construction intellectuelle et affective que d'être né français ou d'avoir vécu en France. Tout est intéressant dans ces 30-40 secondes où Charles Gave prend la parole. Parce que je pense, et je le dis, vous savez, c'est pas parce que c'est pénible aussi, quand on fait une remontrance, quand on a quelque chose à dire, quand on n'est pas d'accord et qu'on le formule, on est tout de suite pointé du doigt comme un diviseur, le diviseur du camp national, le clasher fou, etc. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de dire quelque chose, et d'ailleurs ces idées, je pourrais les défendre en face de toutes ces personnes si elles daignaient parfois me faire un signe. Voilà, donc moi je propose par exemple à Charles Gave d'en discuter. Nous pourrions en faire une discussion, je sais pas, sur Internet, ou bien quand je reviendrai à Paris, nous rejoignons quelque part et nous pouvons faire une petite vidéo où je vous dirai ce qu'est pour moi l'identité française et européenne. Et c'est amusant d'ailleurs que moi qui suis à moitié non français, puisque mon père est italien ethniquement, italien de père et de mère, et ma mère est française, et puis absolument française. Bon, je pense avoir une idée de une vision de ce qu'est l'identité et l'appartenance à la race française qui est plus crédible. Parce que vous dites que... pourquoi j'ai choisi Charles Gave? Charles Gave appartient à la famille politique de la tradition française, du royalisme, tel qu'il est prôné actuellement. D'ailleurs, il a en face de lui Papacito, qui est un royaliste assumé. Je tiens à préciser par ailleurs que j'apprécie les analyses de Charles Gave dans le domaine économique, que je sais qu'il est conscient de l'abaissement, enfin du nivellement par le bas intellectuel que nous subissons en France. Vous savez, c'est Gave qui disait on importe des bacs -7 et on fait partir des bacs +7. Donc au niveau du diagnostic sur ce qui ne va pas, on est assez d'accord, on pourrait tomber d'accord sans problème. Mais il y a quelque chose qui ne va fondamentalement pas, c'est la définition de ce que nous sommes. Voilà, et de ce qu'est le nationalisme. Non, messieurs les royalistes, non, messieurs les souverainistes, non, monsieur Charles Gave, sauf le respect que je vous dois, être français, ce n'est pas avoir une attirance intellectuelle et affective pour la France. Être français, c'est avoir une maman et un papa français, eux-mêmes issus d'un héritage, eux-mêmes ayant des aïeux qui étaient français et françaises. C'est ça être français. De la même manière que être européen, c'est avoir des parents et des grands-parents européens. C'est ça être européen. Après, on peut être européen de gauche, gauchiste, on peut être européen centriste, on peut être européen d'extrême droite. On est européen ou on ne l'est pas. Ce n'est pas une adhésion à une communauté de valeurs. Monsieur Gave, vous confondez aimer quelque chose
Et être quelque chose, c'est une erreur, pardonnez-moi, philosophique. Par exemple, j'aime beaucoup la culture littéraire russe, pour autant je ne serai jamais un russe. J'aime beaucoup d'ailleurs les femmes russes, je trouve que les femmes slaves sont les plus belles du monde, pour autant je ne serai jamais russe. J'aime, pour d'autres aspects, j'aime la culture japonaise, je ne serai jamais un japonais. Et si je disais à un japonais, être japonais, c'est adhérer à une communauté de valeurs, il trouverait ça ridicule. Alors, vous allez peut-être me donner comme argument ce que vous dites dans la vidéo, à savoir que la France est particulière. Il n'y a qu'en France qu'on peut être français par le sang ou par l'adhésion à une communauté de valeurs, ce que vous prenez. Et vous donnez en exemple l'Allemagne ou l'Angleterre. Déjà, je regrette de vous le dire, c'est faux. On peut être naturalisé allemand, je ne sais pas, en se mariant avec une Allemande, en restant un certain temps sur les territoires. Aujourd'hui, de nos jours, on peut tout à fait devenir allemand. On peut devenir, pour une raison politique, etc., anglais. On peut échapper à certains régimes, aller aux États-Unis, devenir américain. Et adhérer. Alors, les États-Unis, alors là, c'est la France x10. On peut absolument n'avoir aucune goutte de sang WASP et devenir un Américain, aimer les États-Unis et devenir un patriote américain. Donc, de ce point de vue contemporain, la France n'a pas un destin particulier. Ça, c'est une fausse idée que vous mettez dans la tête des militants et qui, je pense, est problématique, parce que, comme tout ce qui est faux, et puis parce que ça envoie les gens vers une fausse piste. Et surtout, parce que historiquement, et les gens dont vous vous revendiquez, notamment l'ancien régime, l'ancienne France, celle qui brillait à travers le monde, n'avait pas vos idées sur la question de l'appartenance à la communauté nationale. C'est ça, le mensonge, il est là. Il est de faire croire à la jeunesse qui est peu cultivée que le royalisme et les idées, on va dire, de l'ancien régime sont ce que vous en dites aujourd'hui. Or, c'est faux. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous faire mal. La vision que vous avez de la France est celle des républicains. Vous êtes républicains. Vous baignez dans l'atmosphère post-1789. Et en réalité, la manière que vous avez de présenter la France éternelle est erronée. La France, être français, dans le temps de la monarchie, ça n'a jamais été aimer la France. Ça n'a jamais été ça, être français. Jamais. C'est faux. Ce que vous dites est faux. Non seulement je ne suis pas d'accord, je veux dire pour des raisons politiques, je pense que c'est vraiment dommage de passer à côté de l'identitarisme blanc, surtout quand il nous tend les bras, comme on l'a vu dans ces extraits, de la monarchie de 1776-1777 notamment. Mais en plus, c'est tout simplement faux. Donc je répète, pour moi, ma thèse, c'est que vous croyez, pour la plupart, en fait, le point commun entre toutes ces personnes, qu'elles aient leur carte de membre à l'Action française ou pas, c'est que déjà, eh bien, elles ne lui sont pas hostiles. Je vous dis, ils font partie de la même famille politique. Même, on peut inclure même Rougeron dedans. Rougeron et l'Action française ne sont pas du tout en conflit. Parce que le souverainisme gaullisto-républicain de Rougeron est en fait tout à fait en adéquation avec ce que l'Action française propose aujourd'hui dans ses théories. Et j'ai regardé, vous savez, avant de faire cette vidéo, j'ai regardé les 30 dernières vidéos de la chaîne de l'Action française sur YouTube. Voilà, donc je ne vais pas dire que c'est de mon côté, je parle sans savoir. Je sais quelle est la ligne actuelle, elle ne correspond pas du tout à ce que le royalisme était autrefois. En réalité, la ligne même pan-européaniste, la ligne identitaire, l'identitarisme blanche, c'est comme ça que je l'appelle aujourd'hui, l'européanisme, est beaucoup plus proche dans son fondement, dans son essence, de la mentalité des gens de l'ancien régime et des rois eux-mêmes que votre ligne actuelle. Vous êtes complètement dans les clous de l'idéologie républicaine post-1789. Vous êtes le produit de cette époque-là. Vous n'êtes pas sorti de ce paradigme. En réalité, les représentants de l'ancien régime, ce sont les gens qui croient à la force du sang. Ce sont les gens comme moi. Voilà, peut-être, je ne sais pas, ce travail, cette analyse me donne des idées. Peut-être que désormais, je vais me déclarer monarchiste, parce qu'en réalité, je suis beaucoup plus légitime que vous pour le faire. Voilà. Donc, je pense que cette vidéo intéressera ceux qui n'avaient vu finalement les vidéos ou les actions de l'Action française que de loin, qui ne s'étaient pas renseignés, qui ont un déficit culturel, parce que ça prend du temps de lire tout ça, de se renseigner. Mais je crois que c'est important. Encore une fois, j'ouvre le débat. Il n'est pas question ici, je ne fais pas d'attaque personnelle, je n'ai pas été, je crois, vulgaire,
j'ai dit ce que je pensais et j'en ai le droit. Voilà. Vous connaissez ma phrase célèbre. Donc si vous n'êtes pas d'accord, plutôt que de faire un post sur Twitter ou d'ignorer cette vidéo comme si elle n'avait pas existé, eh bien respectez vos militants, les gens qui vous suivent, et battez-moi sur le terrain du logos. Expliquez-moi que non, Daniel, la monarchie n'était pas raciste ou identitaire blanc comme tu le dis, elle était ceci, elle était cela. Être royaliste, c'est finalement aimer la France, c'est aimer ses valeurs, c'est décider à un moment donné, on est un être qui décide à un moment donné d'adhérer aux valeurs de la monarchie française. Essayez de dire ça, c'est dommage qu'on n'ait pas de machine à remonter le temps, essayez de dire ça à une personne qui vivait en 1600 ou en 1700, elle vous rira au nez, bien sûr. Donc soit vous admettez qu'il y a une évolution et que le monarchisme que vous prenez est tout à fait postmoderne. Je sais que vous n'aimez pas ce mot, mais c'est dommage parce que vous correspondez exactement à cette définition. Soit vous dites non, on n'est pas monarchiste. Et en effet, Daniel, on n'est pas monarchiste, on est souverainiste, républicain, antiraciste de l'époque contemporaine. On s'inscrit totalement dans les clous de notre époque. Et c'est pourquoi, lorsque je me rends à des... bon, maintenant je ne le fais plus, mais quand autrefois je n'étais pas si connu et j'allais à des réunions ou à des conférences nationalistes où il y avait des membres de l'AF, et bien des fois j'étais très surpris de voir des gens qui n'étaient pas européens de sang et qui militaient pour l'action française. Parce que dans votre logiciel, ce n'est pas incompatible. Pourtant, fondamentalement, la monarchie, l'Ancien Régime, la tradition de l'époque des rois et des reines, c'est la transmission d'un héritage culturel et génétique par le sang. Ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que les journalistes de gauche appellent le racisme ou le racialisme. Si vous n'assumez pas ça, vous ne pouvez pas vous déclarer monarchiste. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que cet exposé vous intéressait. N'oubliez pas de liker cette vidéo avant de partir et de la partager au sein du camp national et où vous voulez en fait. Faites ce que vous voulez avec cette vidéo, elle est votre propriété. D'ailleurs, toutes les vidéos que je produis, vous pouvez les prendre et les mettre sur vos chaînes, des extraits sur Twitter, Facebook, je vous en donne toute autorité, il n'y a pas de problème. L'important, c'est la diffusion du message. À bientôt les amis!